Une autre rumeur, à la fois étrange et choquante, a secoué l'Empire Écart, qui est l'un des États les plus puissants du monde. On dit que toutes les œuvres d'un sculpteur inconnu du public sont dotées du pouvoir surnaturel, on pourrait même dire divin, de la déesse Énix. Dans la chambre d'une vicomtesse, incapable de se lever en raison d'une maladie grave, ils ont placé une telle figurine sur la commode la plus proche. Et en seulement 2 jours, sa santé s'est considérablement améliorée. Elle a pu à nouveau visiter la haute société, et cette histoire est devenue connue de tous les aristocrates de l'Empire. Après cet événement, les figurines de ce sculpteur, qui possédait non seulement des pouvoirs miraculeux, mais aussi une beauté artistique, commencèrent à être mises aux enchères et enregistrèrent à chaque fois de nouveaux records de prix. En conséquence, une étrange rumeur sur les figurines de guérison et leurs créateurs a atteint le temple de la déesse de la guérison Énix, ce qui a incité les dirigeants de l'Église à enquêter sur l'identité du sculpteur. Le véritable sculpteur, qui a choqué tout l'Empire, s'est avéré être l'épouse incroyablement belle du célèbre archiduc Rahan Elkanox. Voici le domaine du comte Briche, le domaine familial de notre personnage principal, dans lequel elle a vécu toute sa vie. Le comte Briche, aristocrate influent et père du personnage principal, est choqué et perturbé par ce qu'il vient d'entendre de son influent interlocuteur. Son frère, Léo Briche, jeune chevalier prometteur et futur héritier de la famille Briche, n'est pas moins choqué que son père. Il ne pouvait même pas penser à ce que leur dirait le jeune archiduc Rahan Elkanox en présence d'Iselle, notre héroïne, car cela changerait leur vie pour toujours. Sa visite a été une surprise totale pour tout le monde, car généralement, ces visites se faisaient toujours d'un commun accord. Même les gardes chevaleresques furent surpris par l'approche de la voiture. Au début, ils ne comprirent pas à qui elle pouvait appartenir. Comme leur surprise s'accrut lorsqu'ils comprirent que la voiture appartenait à l'archiduc lui-même, le deuxième homme de l'Empire. Le jeune Rahan Elkanox, une brune élancée aux yeux dorés, devenu si influent, était le neveu de l'empereur lui-même. Il y a 4 ans, le précédent archiduc est mort sur le champ de bataille de l'état de Kazanthe et Canox a pris sa place. On le traite de guerrier et de bourreau, de diable et de psychopathe. Tout cela parce qu'il aimait le carnage de la guerre. Mais maintenant, Rahane est ici, dans le domaine familial Brisha, et est enfin prêt à répéter ses paroles. Cependant, l'archiduc réalisa qu'il voulait maintenant exprimer correctement sa proposition, à Iselle elle-même. Rahan Elkanox, archiduc de l'Empire Écart, demande la main d'Iselle Briche, lui demandant de devenir son épouse. Sous le choc, le comte Briche se fige comme une statue, incapable de bouger. Non moins choqué que son père, hurle de stupéfaction. La coupe tombe des mains du vieux comte, déversant son contenu sur le tapis coûteux. La scène silencieuse se fige. Rahan boit calmement du thé, pendant que les autres tentent de mémoriser ces derniers mots prononcés dans leur tête. Finalement, la jeune Iselle trouve la force de demander à Elkanox ce qu'il veut dire exactement. L'archiduc tourne vers elle son regard lourd et lui rappelle qu'elle lui a fait une promesse. C'était une promesse de l'épouser, se souvient Rahan avec un sourire non dissimulé, laissant Iselle perplexe. Nous sommes transportés il y a 1 mois dans les rues de la capitale, plus précisément dans la rue Thérillon, animée de bruits divers et remplie de monde. Une jeune fille vêtue d'un imperméable rouge vif coûteux se précipite dans la rue, sans prêter attention aux citadins locaux, portant un certain paquet dans ses mains. C'est notre héroïne, qui pense seulement qu'elle manque de temps, car il ne lui reste que quelques heures pour tout. Même si elle a laissé un mot pour ses domestiques sur son lit, il est clair qu'ils vont devenir fous à cause de l'absence de leur maîtresse. Iselle imaginait comment ses fidèles gardes, les chevaliers Harris et Alex, crieraient de tension en apprenant qu'Iselle avait quitté le domaine sans prévenir personne. Mais cet obstacle ne l'arrête pas, car elle doit impérativement rencontrer son professeur de beaux-arts. Iselle veut lui montrer sa nouvelle figurine, sur laquelle elle a travaillé si dur et si longtemps. Après tout, si l'enseignant aime son travail, il finira par être félicité, ce qui n'arrive pas souvent, principalement en raison du caractère de l'enseignant lui-même. Perdu dans les nuages de ses propres pensées,
Isel n'eut pas le temps de remarquer un homme de grande taille qui arrivait au coin de la rue et célébrait sa propre fête. Littéralement, en 1 seconde, ils sont entrés en collision. C'est pourquoi leurs jambes se sont emmêlées. Cet incident a complètement surpris le passant, qui a laissé tomber sa bouteille d'alcool. Ce qui, à son tour, suite à une telle chute sur le trottoir de pierre, s'est brisé en minuscules fragments, laissant l'homme sans source de plaisir. Enragé par ce qui s'était passé, ce géant s'est tourné vers Isel et a commencé à lui crier dessus parce qu'elle ne regardait pas autour de lui et ne prêtait pas attention aux gens autour d'elle. Isel a peur. Elle comprend qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir des ennuis. Alors elle dit à un passant en colère qu'elle paiera pour l'alcool, mais il s'en fiche, car il exige des excuses. Même si Isel ne veut pas montrer son visage, elle n'a pas d'autre choix. Elle rassemble sa volonté dans un point et le plus calmement possible, demande au passant comment elle peut recevoir son pardon. Le passant était clairement surpris par sa question, mais il était encore plus surpris par sa beauté surnaturelle. En état d'ébriété, il dit à Isel qu'il lui pardonnera, mais seulement si elle lui montre son visage une fois de plus. Un autre ami de l'ivrogne arrive par derrière et saisit l'héroïne par l'épaule pour l'empêcher de s'enfuir. Isel essaie de chercher quelqu'un qui pourrait l'aider, mais ne peut pas voir de loin un chevalier en chemise noire avec un manteau rouge, car il y a une foule de spectateurs autour. Elle tente de s'enfuir brusquement, mais le grand homme parvient à attraper la jeune fille par la main pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. À cause de la vive douleur due à la compression, Isel hurle, perdant le contrôle de sa main, qui contenait une pochette contenant tous les outils nécessaires pour un sculpteur. Tout comme la bouteille de l'ivrogne tombée il y a quelques minutes, les instruments fragiles d'Isel se brisent sur les pierres dures du trottoir. L'horreur se reflète sur le visage du personnage principal, car elle comprend que ces instruments coûteux, difficiles à obtenir pour elle, ne peuvent plus être restaurés. Mais cela n'arrête pas l'ivrogne en colère, qui continue de tenir Isel dans ses bras et de lui crier dessus pour avoir tenté de partir. Un chevalier au manteau rouge surgit de nulle part et ordonne à l'homme de s'arrêter. Il est un véritable salut pour Isel effrayée. Pour l'ivrogne et Isel, son apparition est une surprise totale. Et l'épée dégainée a clairement retourné la situation en faveur de la jeune fille. L'héroïne regarde avec étonnement l'aide qui arrive. Elle ne peut exprimer un seul mot pour ce sauveur. Dans le regard du chevalier, on peut lire du mépris, de la haine pour ce ignoble ivrogne qui a osé s'en prendre à une jeune fille sans défense. 1 seconde avant l'éventuel meurtre, Isel se tourne vers le chevalier, lui demandant de ne pas tuer le passant, mais de le laisser payer pour les outils endommagés, car s'il est tué, il ne pourra pas les payer. Une telle miséricorde de la part de la belle dame arrête l'épée du jeune homme juste au cou de l'ivrogne, et un sourire condescendant apparaît sur le visage du chevalier, car il ne s'y attendait toujours pas. Il rengaine l'épée, et Isel a l'occasion de regarder de plus près son sauveur. Elle voit sa chemise et sa cape richement brodées, son épée incrustée et son emblème doré. Cependant, l'épée au fourreau ne signifie pas la fin de tous les problèmes pour l'intimidateur, car il est maintenant saisi par le bras de la même manière qu'Isel l'était 1 minute plus tôt. D'un mouvement brusque, le chevalier tord cette main de l'ivrogne pour qu'il ne puisse plus bientôt s'en servir. Il crie de douleur. Le cri résonne dans toute la rue. Mais le chevalier ne pense même pas à le laisser partir, jusqu'à ce qu'il donne à Isel l'argent qui servira à payer les outils. Une lourde bourse d'or tombe sur le trottoir. Cela devrait suffire pour tous les outils, et même plus. Libéré de l'emprise du chevalier, l'ivrogne et son ami s'enfuient, les talons étincelants, sans attendre une nouvelle punition. Finalement, le chevalier inconnu et Isel se retrouvèrent seuls, regardant le dos des hooligans en fuite. La jeune fille ramasse son portefeuille, ce qui est assez lourd même pour un homme ordinaire, et encore plus pour une femme aussi fragile. Isel pensait que cela serait certainement suffisant pour graver des couteaux, même s'il resterait quelque chose en plus. Elle pensa immédiatement qu'elle n'avait jamais remercié son sauveur inconnu venu à son secours. L'héroïne décide de partager une partie de l'argent avec le chevalier, ce qui lui provoque une légère surprise, voire une petite déception. Il dit à Isel reconnaissante qu'il n'espérait lui-même aucune récompense, et lui dit de garder l'argent pour elle. Leurs regards se croisent.
et il lui demande de lui dire son nom. Ce que fait Iselle, incapable et peu disposée à quitter le jeune homme des yeux. Mais à son tour, il refuse de lui dire le sien. Il porte ses mains à son visage, ce qui, de la part d'Iselle excitée, peut ressembler à une envie d'embrasser. Cependant, le sauveur inconnu ne lui met une cagoule sur la tête que comme moyen fiable d'anonymat pour la jeune fille, pour sa propre sécurité. Ils se disent de revoir, et il promet de lui dire son nom la prochaine fois qu'ils se rencontreront, mais pour l'instant, leurs chemins divergent. Mais qui sait où cette histoire les mènera? Voici l'atelier chaleureux du professeur d'Iselle, Cérès, rempli de lumière pour réaliser les meilleurs travaux délicats et toutes sortes d'outils et de manuels. Iselle appelle le professeur dans l'atelier, mais ne trouve Cérès nulle part. Alors elle pense qu'elle est en retard et le maître est déjà parti pour ses propres affaires. Cependant, Cérès, à qui Iselle, pour diverses raisons, n'avait pas pu rendre visite depuis 2 mois, était toujours en place, et, entre autres, elle était mécontente de la longue absence de son élève pendant une si longue période. L'enseignante accepte de regarder le nouveau travail d'Iselle, se rappelant qu'ils se sont rencontrés il y a 3 ans, après quoi elle a pris la jeune fille comme élève, lui permettant d'étudier gratuitement. Notre héroïne craint que la figurine n'ait été endommagée à cause de ce qui s'est passé dans la rue, et remet soigneusement le paquet qui la contient à son professeur. Puis, elle se souvient qu'il lui reste très peu de temps pour le voyage de retour et qu'elle devrait revenir le plus tôt possible. Sinon, une agitation l'attend dans la maison. Alors elle veut juste acheter des outils et courir. Après avoir acheté des outils au professeur, Iselle dit au revoir aujourd'hui au professeur qui lui a beaucoup appris en tant que sculpteur et même en tant que fille. Tandis qu'Iselle se précipite chez elle, Cérès se demande si l'héroïne connaît ses capacités extraordinaires qui rendent ses sculptures uniques en raison de leur miracle. L'enseignant suppose qu'Iselle pourrait effectuer une sorte de rituel sur ses figurines, au soleil ou à la lumière artificielle. Dans le même temps, Cérès admet qu'en termes de compétences en sculpture, Iselle l'a depuis longtemps surpassée, et elle commence à se demander qui enseigne à qui. En se souvenant des études d'Iselle, elle retient un épisode dans lequel une très jeune fille aux mains fragiles s'apprête à travailler avec une énorme pierre, qui échappe parfois au pouvoir des hommes. Cependant, cette fille mince, de toutes ses forces, taille la pierre avec des outils, créant les premiers contours d'un pavé monolithique. Émerveillée par une telle force, Cérès a demandé à la petite Iselle d'où elle tenait un tel pouvoir, parfois inaccessible même aux chevaliers forts. À quoi Iselle répond que son pouvoir est une bénédiction d'en haut, qui lui est donnée sous la forme d'une bague en argent qu'elle porte à la main. Iselle croise les mains dans un geste spécial, ferme les yeux et appelle le mot Karemvi à haute voix comme un sort. Cérès se rend compte que cet anneau n'est rien de plus qu'une relique du dieu de la guerre et de la force Karemvis, qui, avec la déesse de l'espoir et de la guérison Enix, prend soin de l'Empire Écart. Lorsque Cérès demande où elle a obtenu cette bague, l'héroïne répond qu'elle lui a été offerte et qu'elle ne peut fonctionner qu'une fois par jour. Mais elle ne veut pas dire qui le lui a donné, car c'est un secret, comme beaucoup d'autres choses que cette fille garde dans son cœur. Cérès termine sa réflexion en pensant qu'elle a elle-même un caractère plutôt faible et qu'elle ne peut pas enseigner à des filles aussi douées qu'Iselle. Ses pensées sont interrompues par la forte chute de la cloche dorée, qui avertit fidèlement le professeur et le reste de l'atelier de l'arrivée de nouveaux visiteurs. Cette cloche était très importante pour Cérès, car Iselle la lui avait donnée. Donc la réaction de l'enseignant à cet événement fut particulièrement négative, car, à son avis, seule une personne totalement impudente pouvait le faire. Nul autre que Raon Elkanox, l'archiduc, et également le même sauveur d'Iselle quelques dizaines de minutes plus tôt, entra dans l'atelier. Depuis le seuil, il déclare que lui et Cérès ne se sont pas vus depuis longtemps, sans perdre son sourire cynique habituel. Avant cela, la dernière fois que Cérès avait entendu parler d'Elkanox, c'était il y a seulement 3 ans, lorsqu'il remporta une victoire écrasante sur le champ de bataille de l'état de Terbe, après quoi tout l'Empire entendit parler de lui. Cérès demande soigneusement à Rahan quand il est arrivé dans la capitale, ce à quoi il répond qu'il est revenu il y a seulement 1 semaine. À son tour, Rahan, avec un sourire extrêmement débridé, demande au professeur de beaux-arts s'il en a assez de se faire passer pour une femme
et l'appelle par son vrai nom, Tserersian. À cela, Tserersian s'enflamme comme une allumette de colère juste et demande à Rahan comment il peut le juger, car lui-même n'est pas meilleur avec sa personnalité, et peut-être même plusieurs fois pire. Ainsi, en fait, Rahan et Tserersian ont étudié ensemble à l'Académie impériale pendant 6 ans et se connaissent donc depuis longtemps. On pourrait même les appeler des amis jurés. Le vrai nom de Cérès, professeur et sculpteur, est Cérersian Taria, qui est également le fils unique et héritier du marquis Taria. Rahan demande à Tserersian si son père sait ce que fait son fils, et s'il est toujours en colère. Ce à quoi Tserersian répond par la négative. Immédiatement, le jeune archiduc informe sa connaissance qu'il lui rendra désormais visite à tout moment, ce qui horrifie ce dernier. Ici, Tserersian ne peut pas résister à une telle pression et exprime à Rahan ce qu'il pense vraiment de lui, sans retenir ses mots et ses expressions. Il croit sincèrement que Rahan est entré en guerre non pas parce qu'il est loyal envers sa patrie, mais pour pouvoir tuer des gens légalement, en commettant des massacres. Il estime qu'Elkanox est un psychopathe qui aime tuer brutalement les autres, comme en témoigne son visage sur le champ de bataille. Pendant que Tserersian continue sa tirade, Rahaneh l'interrompt en lui posant des questions sur la fille qu'il a rencontrée récemment, ce qui déroute le professeur de sculpture, puisque Rahaneh ne s'était jamais intéressé à personne dans sa vie auparavant. Alors que Tserersian est perdu, Rahan continue de demander, cette fois, si la nouvelle figurine d'Isel sera mise aux enchères. Cérès, qui a reconnu les capacités d'Isel, a mis ses créations aux enchères, ce qui a chaque fois attiré beaucoup d'attention lors des grandes ventes aux enchères, après quoi elles ont été rachetées par les riches. Cependant, l'archiduc s'intéresse au prix de la figurine s'il l'achète ici et maintenant, sans enchères ni position de départ. Une lourde bourse d'or tombe sur la table. Pour cette somme d'argent, on peut vivre 2 ou 3 semaines sans rien se priver, même dans la capitale. Rahan dit que si cela ne suffit pas, alors il peut en apporter plus, mais Cérès s'entête obstinément sur le fait que la figurine n'est pas vendue sans vente aux enchères, et si l'archiduc veut l'acheter, alors qu'il demande à Isel, puisqu'elle est la créatrice des figurines, et cela signifie que c'est à elle de décider des conditions de vente. De plus, il est extrêmement étrange qu'une personne comme Rahaneh puisse s'intéresser aux objets d'art, ajoute Cérès d'un ton interrogateur. Cette question reste sans réponse, car Rahan s'est rendu compte que c'était une excellente façon de rencontrer Isel, et il remercie donc Cérersian d'avoir présenté une bonne idée. Parallèlement, notre héroïne retourne dans son domaine natal, où elle a passé presque toute sa vie sans en sortir. Elle voit sa servante et amie Belle, avec qui elle a grandi et était amie, à surmonter l'adversité et partager des secrets de fille. Courant vers elle en larmes d'excitation et de peur, on pourrait dire qu'elle était presque une sœur. Tandis que Belle pleure sur l'épaule d'Isel, à quel point elle était bouleversée par l'absence de la jeune femme elle-même se demande où sont passés les chevaliers qui gardaient la porte principale du domaine. Mais les voici, la garde chevaleresque du clan Brisha, fidèle et entraînée pour protéger le comte et sa famille, courant désormais vers Isel, également effrayé par sa disparition. Au même moment, le comte Briche, extrêmement excité, avec son fils et frère Isel, Léo Briche, non moins excité que son ancêtre, arrivent au domaine en calèche. Le frère court vers Isel et commence à lui demander si les ravisseurs, qui l'ont trompée pour qu'elle kidnappe la fille et ont laissé un mot sur son lit, lui ont fait du mal. Cela irrite Isel, qui fait de son mieux pour assurer à son entourage qu'il n'y a pas eu de cambrioleur au départ et qu'elle n'est sortie que pour acheter de nouveaux couteaux à draver. Cette déclaration passionnée de l'héroïne entraîne tous les hommes autour d'elle dans la stupeur, car dans leur tête, il n'y avait que cette pensée que leur petite Isel, sans défense, ne pouvait qu'être kidnappée. Isel, accompagnée de la servante Belle, s'en va, surprise avec irritation qu'on continue à s'occuper autant d'elle même à un tel âge. Léo, à son tour, se demande si cela vaut vraiment la peine de continuer à surprotéger autant Isel, car elle a déjà atteint l'âge adulte. Mais son père interrompt son raisonnement, lui rappelant l'incident avec Isel. Un acte extrêmement terrible a été commis contre Isel, qui était encore toute petite, ce qui la traumatise encore aujourd'hui.
Et selon son frère et son père, seule la mort de l'agresseur donnera la paix à leur famille. Même si Isel aimerait faire partie de la vie sociale, aller au bal et communiquer avec ses pairs, mais en réalité c'est impossible, car ce démon sous forme humaine pourra l'atteindre à l'extérieur de la maison. Et maintenant, elle est à la maison. Après toutes les procédures et un déjeuner copieux, elle a enfin pu se permettre de se reposer après une journée aussi orageuse et mouvementée. À ce moment-là, alors qu'elle imaginait le repos imminent, Sir Harris, un proche chevalier, le plus proche protecteur d'Isel, dont les responsabilités incluent la garde de la jeune fille et parfois l'aider en lui donnant des conseils judicieux, entre dans sa chambre. Notre héroïne est encore un peu offensée par lui, ainsi que par les autres chevaliers, car ils n'ont pas cru sa lettre, mais ont pensé à des ravisseurs fictifs. Cependant, Harris change facilement d'humeur en inquiétude, affirmant que le comte lui-même le convoque à cause de tout cet incident, dont la cause était l'inattention des gardes, qui ont permis à la dame de disparaître. Isel a été tellement étonnée par cette nouvelle qu'elle n'a même pas remarqué qu'elle montrait une ecchymose qui restait après un incident au marché lorsqu'un ivrogne lui a attrapé la main. Puis il serra si fort sa main tendre, qui n'était pas habituée à un tel stress, qu'une ecchymose caractéristique resta sur son poignet, qui rappelle celle-ci. L'héroïne comprend que, si Harris voit cette ecchymose, il commencera certainement à soupçonner quelque chose de grave, et peut-être croira-t-il vraiment qu'ils ont essayé de la voler. Cependant, le jeune mais observateur chevalier l'a déjà remarqué, et maintenant il va interroger de près Isel sur son origine, ou plutôt, si la femme avec qui la jeune fille va prendre des cours est impliquée dans cela. Il a commis une erreur avec cette question, car Isel ne savait rien auparavant du fait que Harris la surveillait périodiquement lors de ses évasions de courte durée de chez elle. Ayant reçu une réponse de l'héroïne selon laquelle ce n'était pas le professeur de sculpture qui était responsable de l'ecchymose, mais une petite dispute sur le marché qui n'avait rien de grave derrière, Harris se rend chez le comte. Pendant ce temps, l'action se déplace au palais impérial, une magnifique structure architecturale, la perle de la capitale de l'Empire Écar. Voici l'empereur Terban de Écar lui-même, un vieil homme aux cheveux dorés, qui fut agréablement surpris que l'archiduc Raon lui demande audience. Le thème de l'audience est d'encourager les mérites de Raon el-Canox sur le champ de bataille de l'État de Terbe, et il se glisse dans la conversation que Raon veut juste recevoir sa récompense et ne reviendra jamais à la guerre. L'empereur était secrètement agacé par cette nouvelle, car, comme tout le monde, il en avait assez entendu parler de la personnalité de Raon et de ses actions pendant la guerre, et ne voulait donc pas qu'il vive dans la capitale. Mais cette question est reportée à plus tard, et pour l'instant, ces hommes nobles décident qu'en l'honneur d'une victoire aussi exceptionnelle, il vaut la peine d'organiser un magnifique banquet. Notre héroïne, qui travaille sur une nouvelle sculpture, reçoit également une invitation à ce banquet. Cette enveloppe n'est pas comme celle que les aristocrates ordinaires envoient à leurs amis. Celle-ci a l'air et la sensation beaucoup plus chère. Et en plus, elle porte le sceau de la famille impériale. Belle révèle que le comte et le frère d'Isel n'ont pas encore vu cette invitation. Isel sera donc la première à la lire. Isel n'avait jamais assisté à un banquet jusqu'à présent, même si des aristocrates curieux avaient envoyé des invitations à la comtesse inconnue Briche. Toutes les lettres et brochures arrivées auparavant tombaient directement entre les mains du père et du frère d'Isel, qui résolvaient tous les problèmes beaucoup plus simplement que leurs parents protégés. Un bon nombre de ces invitations s'émanant de divers fonctionnaires, nobles et ambassadeurs étrangers, ont été simplement balayées par des serviteurs, sur ordre des hommes de la maison de Briche, qui ne voulaient pas qu'Isel entre dans la haute société. Mais ce message, de l'empereur lui-même, fut le premier à tomber entre les mains d'Isel elle-même, qui pensait à ce moment précis qu'elle n'avait jamais assisté à de tels événements auparavant. L'astucieux chevalier Harris comprend que le banquet aura lieu en l'honneur de la victoire de Terbe, remportée par el-Canox. Mais Isel, qui a vécu pratiquement enfermée toute sa vie, ne connaît même pas une telle personne, car elle n'a jamais été initiée aux affaires de l'État. Le domestique lui explique que la guerre à Terbe a duré plus de 10 ans, et que seule l'intervention de Canox a pu changer le cours de la guerre,
ce qui bien entendu lui a permis de décupler ses terres. Cependant, interviennent dans la conversation le chevalier expressif Alex, qui n'a pas la même opinion sur le jeune archiduc. Il le considère comme un psychopathe et un maniaque sanguinaire. Alex, en larmes, demande à Iselle, si elle va au bal, de ne pas accepter de danser et de ne pas se disputer avec d'autres filles. Ces demandes en larmes sont interrompues par Harris, qui dit qu'il est temps pour eux de parler au comte. Il s'adresse également à notre héroïne, lui demandant constamment de bien réfléchir avant d'accepter d'assister à un banquet même aussi important. Mais le plus important pour lui, c'est qu'en aucun cas Iselle ne s'approche de Raon Elcanox, ne le regarde dans les yeux ou ne lui parle. Après tout cela, Iselle se demande pourquoi même un Harris aussi raisonnable et calme fait des histoires pour rien et demande à Belle de garder l'invitation. Après tout, elle croit que son père et son frère seront avec elle tout le temps, ce qui signifie qu'elle ne devrait s'inquiéter de rien, ni de Canox, ni de personne d'autre. Puis, elle entend une voix issue des terribles et sombres souvenirs d'Iselle. Et cette voix masculine l'appelle. Cela provoque une grave crise de panique chez Iselle, car elle est inondée de souvenirs difficiles du passé, des souvenirs d'un homme qui a traumatisé toute leur famille. Pendant ce temps, l'histoire se déplace vers un autre lieu emblématique, le temple de la déesse Énix, l'une des deux gardiennes de l'Empire Écart, responsable de la fertilité et de la guérison. Dans le bureau, inondé de lumière, est assise une femme aux longs cheveux bruns et au regard indifférent et froid. Ce n'est autre que la 81e dirigeante de l'église Énix, Liana Anis. Elle reçoit actuellement un rapport du grand prêtre Luz, l'informant de deux choses: l'anniversaire prochain de la déesse Énix et l'existence d'un mystérieux maître de sculpture qui, selon la rumeur, aurait des pouvoirs de guérison de la déesse. Liana ignore complètement la première partie du rapport. Son attention se concentre uniquement sur la rumeur sur les figurines de guérison, ce qui est théoriquement impossible, car la déesse fournit extrêmement rarement des reliques. Bien que ces rumeurs aient attiré son attention, elle ne croit toujours pas qu'il ne s'agisse pas de charlatanisme et montre son mépris à la fois pour elle et pour le prêtre lui-même, notamment en posant les pieds sur la table. Luz n'en croit pas ses yeux, car c'est avec eux qu'il vient de voir un acte aussi impoli commis envers le temple de leur déesse. Cependant, sans le montrer, il rapporte qu'il ne croit pas lui-même à la cohérence de ces informations et qu'il va ouvrir une enquête sur cette tromperie isolée. Liana ne manque pas l'occasion de se moquer du curé, lui reprochant de se soucier même des figurines. Cette femme ne se conforme pas aux règles du temple, pense Luz. Elle fait des déclarations tellement étonnantes et détient un pouvoir énorme entre ses mains. Alors pourquoi la déesse lui a-t-elle donné ce pouvoir ? Continue-t-il à penser. Car elle ne se soucie ni de l'Église ni de la déesse. Elle ne se soucie que de son propre bien-être. Mais maintenant, elle est la plus importante dans l'Église de la déesse, et peu importe à quel point on le voudrait, il faut lui obéir, même malgré son égarement, finit de penser Luz. Liana, après réflexion, lui permet d'envoyer 2 personnes rechercher la source de cette rumeur afin de mettre fin une fois pour toutes aux spéculations. Et nous sommes à nouveau transportés dans le domaine natal d'Iselle, où va désormais avoir lieu une conversation extrêmement sérieuse entre père et fils, dont le sujet n'a plus été abordé depuis un certain temps. Léo entre dans la chambre de son père, s'attendant à une conversation légère, étant de bonne humeur, car à son service, tout se déroule au mieux, même sous le nouvel archiduc. Mais cette conversation sera bien plus sombre que prévu, car ils reçurent une lettre du duc de Lézion, dont le comte informe son fils. Cette dernière lettre exaspère Léo, habituellement calme et équilibré, auquel le comte lui demande de se calmer et de le laisser finir afin de clarifier la situation avec lui. Mais il ne se calme pas, car la personne qui a envoyé la lettre est le père de César Lézion, un homme avec qui la famille Briche a un compte particulier à régler. César Lézion, le fils unique du duc Lézion, a une mauvaise réputation dans tout l'Empire et pourrait même surpasser Canox dans ce domaine. Il gaspille l'argent de son père au hasard, le dépensant pour tout ce qui lui tombe sous la main, qu'il s'agisse de délices d'outre-mer ou de montagnes de choses inutiles. Il mène également un style de vie extrêmement dissolvant,
ce qui ne convient pas au comportement d'un aristocrate et d'un gentleman, en particulier dans l'Empire Écart. Il considère la vie des autres comme des déchets pathétiques et sans valeur, même pas dignes de l'air qu'il respire. Et même le duc lui-même, parfois impur, est incapable de contenir cette bombe à retardement qu'est le mauvais César Lésion. Un homme sans morale ni principe. Mais son acte le plus terrible, que même les dieux les plus maléfiques auraient regardé avec dégoût, César a commis à l'égard de la encore très petite Iselle, en l'agressant. Puis, il y a 8 ans, Léo a failli le tuer, dans un accès de juste colère pour l'honneur de sa encore toute petite sœur. Mais aussi évidente que soit cette situation pour lui, le jeune chevalier n'avait pas suffisamment de preuves que César avait réellement fait cela, ce que ce dernier notait avec son audace et son impudeur caractéristique. À ce moment-là, Léo a promis qu'il mutilerait définitivement César pour ce qu'il avait fait à Iselle. Ce à quoi César a répondu qu'il laissait Iselle elle-même confirmer d'abord ce qui s'était passé. Léo est furieux, car il sait que sa sœur est maintenant en état de choc sévère. Elle a tellement peur qu'elle ne peut même pas ouvrir la bouche, encore moins parler à qui que ce soit ou sortir de sa chambre. À ce stade, le duc Lésion lui-même intervient dans la conversation, affirmant que si tout ce qui s'est passé est vrai, il s'agit d'un incident très terrible, mais cela ne se produira peut-être pas tant qu'il n'y aura pas de preuves. Ensuite, le père d'Iselle, le comte Briche, se rendit au palais impérial, dans l'espoir d'y obtenir justice au nom de l'empereur, et demanda audience. Il raconta tout à l'empereur et demanda un châtiment sévère pour ceux qui violeraient l'innocence de sa jeune fille, qui était tout pour lui. Mais même l'empereur lui-même, porteur du pouvoir divin, s'est avéré impuissant face à une situation monstrueuse, car sans preuves appropriées et sans la présence de témoins, il aurait été impossible de juger les lésions. En ce jour malheureux, le comte Briche pleura amèrement comme jamais auparavant et regretta pour la première fois d'avoir prêté serment de loyauté sans fin à la famille impériale. Papa et frère aîné ne pouvaient rien faire d'autre qu'enfermer leur fille et leur sœur bien-aimée derrière les portes du domaine, dans lequel elle avait perdu l'envie de vivre, l'envie de bouger et de manger. Jusqu'à un moment, Léo, entrant dans sa chambre, découvrit une figurine en bois étrange mais simple. Au début, il ne comprit pas ce qu'elle représentait, car elle ressemblait soit à un chien, soit à un chaton, et il demanda à sa petite sœur de lui donner la réponse. Et Iselle lui fit comprendre, avec une importance enfantine, que ce n'était pas un chien, mais un chaton, ou plutôt l'un des 3 chatons nés cet été dans leur jardin. Cette réponse apparemment simple a fait de Léo Brichat à cette époque l'homme le plus heureux sur Terre, car sa sœur bien-aimée a recommencé à parler. En larmes de joie, il a demandé à Iselle de terminer ce chaton et de le lui donner une fois terminé, ce à quoi il a reçu une réponse positive. Iselle, qui à un si jeune âge a vécu quelque chose de terrible, sans quitter l'état de choc ni de peur, a répondu à sa demande, remplissant le cœur de son frère de sentiments forts et compréhensibles. Grâce à l'énorme soutien qu'Iselle a reçu de son entourage, elle a pu reprendre une vie normale, bien qu'isolée du monde extérieur. 3 ans après ce terrible incident, notre héroïne s'est remise sur pied et a retrouvé l'envie de vivre en créant des sculptures. Tandis qu'elle rétablissait ainsi son équilibre intérieur, Iselle elle-même grandissait avec ses compétences. Et quand elle est devenue assez vieille, le cauchemar, contre lequel son entourage faisait de son mieux pour la protéger, s'est finalement rappelé avec une lettre du duc de Lésion. Même le fait même d'un message d'une telle personne pourrait rouvrir de vieilles blessures entre le père et le frère d'Iselle, qui souhaitait le moins revoir cette personne. Dans cette lettre, César écrit que lui et la jeune Madame Briche sont liés par les liens du destin, qu'il existe un lien particulier entre eux, et c'est pourquoi il veut la prendre pour épouse. Le père d'Iselle s'est rendu compte que maintenant, s'ils veulent se venger, ils doivent le faire avec une extrême prudence et en même temps tout faire pour qu'Iselle ne le sache pas. Ainsi, le père et le frère ont commencé à préparer leur vengeance contre les Ions, continuant à recevoir de lui des lettres au contenu similaire, jusqu'à ce que l'un d'eux change la situation pour le pire pour eux. Léo fut le premier à recevoir cette lettre,
qui ne savait pas que son père lui cachait ce petit problème qui s'accumulait depuis des années. Lorsqu'il venait vers lui, furieux de réponses, le vieux comte acceptait sa pression avec une humilité étonnamment froide, comme s'il savait que cette heure viendrait. Le fait est que la lettre de Lésion rappelait un billet à ordre d'il y a 5 ans, que le comte Briche avait laissé avec eux et dont ce dernier avait parlé à son fils. Il y a 5 ans, une incroyable sécheresse a frappé les terres du sud du territoire britannique, détruisant même l'espoir d'une petite récolte. Le comte n'avait d'autre choix que d'écrire un billet à ordre, car sinon, il serait impossible d'aider les gens sur ces terres. Même si à l'époque cela semblait être une solution efficace, le comte Briche est désormais obligé de payer la totalité de la dette au duc Lésion, ce qu'il explique à son fils, sans perdre le calme de son visage. Mais ce qui excite encore plus Léo, c'est que, en paiement de la dette, Lésion propose d'acheter leur Iselle aux Brichy et de conclure avec elle un mariage de convenance, que les Brichy, à leur tour, considèrent comme une terrible impudence. La seule solution qu'ils souhaitent est donc de vendre tout ce qu'ils possèdent, y compris le domaine et les territoires, ainsi que toutes les propriétés. Seules 2 personnes ont eu cette conversation. Mais il y avait aussi un 3e participant, ou plutôt un auditeur, à savoir Iselle, qui ne voulait pas que sa famille souffre à cause d'elle. La même semaine où a eu lieu l'incident du marché, dimanche matin, l'archiduc Canox a convoqué d'urgence tous les chevaliers qui se trouvaient dans la capitale, ce qui a provoqué un tumulte partout, y compris Brisha, tandis que les chevaliers ordinaires discutaient de la raison pour laquelle l'archiduc avait besoin d'eux si tôt le matin. Le comte Briche et son fils exprimèrent une autre inquiétude quant au bien-être d'Iselle, car elle ne se sentait pas bien depuis le matin. Cependant, notre héroïne leur a assuré qu'elle allait bien et qu'elle était également autorisée à garder sœur Harris avec elle pour des raisons de sécurité. Ainsi, après avoir récupéré tout le matériel, presque tous les hommes du domaine se sont rendus au terrain d'entraînement pour convoquer lui-même l'archiduc Raon el Canox, même si cela n'a pas plu à certains. Et maintenant, à l'exception du judicieux Harris qui traînait derrière sa maîtresse, Iselle était pratiquement laissée sans surveillance. La première chose qu'elle fait immédiatement après cela est de se rendre à l'atelier de Tchétseré, d'en discuter d'abord avec Harris et de lui demander la permission de le faire. Désormais, son objectif est de créer autant de figurines qu'elle peut en vendre et d'utiliser les bénéfices pour couvrir l'énorme dette qui pèse lourdement sur les épaules de son père. Pendant qu'elle était en route, elle avait le sentiment d'être surveillée de près, mais il était impossible de retrouver le mystérieux observateur dans la foule. Cet observateur n'était autre que Harris lui-même, qui ne pouvait tout simplement pas laisser ses pupilles descendre dans les rues de la capitale sans protection. Pendant qu'il faisait son observation, 2 hommes, apparemment d'origine noble, comme Harris, s'approchèrent de lui et lui demandèrent son nom. Ces messieurs se sont avérés être Sir Millon, un homme blond au large sourire et en même temps collègue de Harris dans la guerre de Terbe, et Sir Jegrit, un homme brun au regard renfrogné. Mais une simple conversation ne les intéressait pas, puisque Harris, à leur avis, avait décidé de sauter le rassemblement annoncé par l'archiduc. Par conséquent, en tant que haut gradé, Millon ordonne à Jegrit d'escorter le jeune Iselle chez lui et à Harris de se rendre au terrain de parade sur ordre d'Elcanox. Au début, Harris les supplie de ne pas faire cela, car Iselle a peur des hommes inconnus, et lui demande d'abord de le laisser ramener seule la fille à la maison, puis d'exécuter l'ordre, auquel il reçoit un refus catégorique. De plus, pour non-respect de l'ordre, Millon menace Harris de punition pour le comte lui-même, car un tel comportement peut être considéré comme une violation du serment chevaleresque. Effrayé, Harris obéit à l'ordre et quitte la rue tandis que Sir Millon dirige Jegrit vers l'atelier. Cependant, tout cela n'était qu'une mise en scène, étant donné qu'à quelques mètres d'eux se trouvait l'archiduc lui-même, vêtu d'un manteau blanc de cérémonie. Millon, personnellement fidèle à Canox, rapporte l'envoi réussi de Harris sur le terrain de parade, clarifiant le plan d'action ultérieur. Rahane, comme à son habitude, le laisse partir, exigeant que Millon se contente de se taire. Aujourd'hui, le jeune archiduc ne se ressemble pas, constate Millon. Il est trop content de sa journée, ce qui n'est pas son cas habituellement. Et maintenant, après avoir renvoyé tout le monde, son seul objectif est l'atelier de sculpture appartenant à Cérès. Au même moment,
dans l'atelier lui-même, Cérès est légèrement surprise par l'apparition d'un jeune étudiant qui a encore longtemps disparu sans explication. Iselle a réfléchi à la manière de formuler le but de la visite à son professeur, car elle souhaite désormais vendre le plus grand nombre possible de ses œuvres. Sinon, son père devra tout vendre, y compris ses terres et ses titres de propriété au détesté Lésion qui a empoisonné leur vie mesurée. À ce moment, une autre personne entre dans l'atelier, dont l'identité leur est déjà connue, mais provoque néanmoins un léger choc à Iselle et Cérès. Il s'agit de Ra'an el-Khanox lui-même, appelant Iselle par son nom, ce qui effraie sérieusement Cérès, car il ne se doutait même pas que ces deux-là pourraient se rapprocher davantage. Iselle demande à Cérès s'ils connaissent Ra'an, ce qui met ce dernier dans une légère stupeur, compte tenu du caractère quelque peu épicé de la situation. L'archiduc lui-même décide de répondre en premier à cette question, affirmant que lui et Cérès partageaient une chambre pour deux pendant leurs études. Et seules l'innocence et la naïveté d'Iselle sont devenues une bouée de sauvetage pour Cérès-Sian, car elle ne pouvait même pas comprendre qu'un homme et une femme ne pouvaient pas simplement être colocataires. De plus, Ra'an dit même à notre héroïne que Cérès est essentiellement son seul ami depuis leurs années à l'académie. Cette déclaration blesse beaucoup de Cérès-Sian, car ils se connaissent depuis 10 ans. Mais c'est la première fois que Ra'aneh l'appelle son ami. Le reste du temps, il devait être son garçon de course. Leur connaissance a eu lieu au début de la formation de Cérès-Sian, alors qu'il était constamment harcelé par des pairs plus forts. Il se moquait de lui et l'intimidait à cause de son amour du grand art en général et du dessin en particulier. Souvent, son album devenait le principal objet d'intérêt des hooligans, profitant de l'impuissance du jeune Cérès-Sian. Qui aurait pensé que cette fois, un tel divertissement servirait de leçon pour eux et pour le jeune artiste en tant que nouvelle connaissance? Dans une autre tentative de se moquer de lui, le carnet de croquis s'envole vers l'enfer, mais cette fois il atteint une cible complètement désagréable pour les hooligans. Un grand brun endormi qui a décidé de se détendre pendant son temps libre dans la nature alors que les cours n'avaient pas encore commencé. En lui, les malchanceux grossiers le reconnaissent comme le neveu de l'empereur lui-même, un candidat au titre d'archiduc, et surtout, un violateur fou des règles de l'Académie impériale. Ils n'ont d'autre choix que de se sauver de sa colère en s'enfuyant et en demandant pardon avant qu'ils ne les punissent d'une manière que même les enseignants les plus stricts ne font pas. C'est ainsi que les deux garçons se sont rencontrés. Ce qui allait se transformer en une relation à long terme est controversé pour Cérès-Sian. Rayhan traitait sa nouvelle connaissance comme un courtisan dont la tâche principale ne pouvait être que de satisfaire ses caprices, ceux du futur archiduc. Cela impliquait également de recevoir des punitions pour Ra'an, surtout s'il sautait des cours ou s'enfuyait de l'académie de son plein gré. Et maintenant, cet homme, qui a eu une influence si négative sur Cérès-Sian, se tient ici et se fait appeler son ami, ce qui exaspère le sculpteur. Mais el-Khanox ne se soucie pas de lui. Maintenant, il se concentre sur le fait qu'Iselle, à son avis, a l'air trop pâle. Une telle tendresse et un tel souci pour une autre personne de la part de Ra'an deviennent une révélation trop forte pour Cérès-Sian, qui est devenu un témoin involontaire d'une part de l'humanité de l'archiduc. Soupçonnant que Cérès pourrait être impliqué dans tout cela, Ra'an se tourne vers elle, changeant son visage en une personne en colère et méprisante. Mais bien qu'Iselle réussisse à convaincre el-Khanox que tout est en ordre et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, il, adouci, demande une tasse de thé pour la jeune fille. De telles fluctuations émotionnelles constituent un trop grand défi pour Cérès. C'est pourquoi il quitte Iselle et se rend à la cuisine, pour ne pas ressentir l'étrange sensation de chair de poule. Pendant que le thé infuse, il réfléchit également à la raison pour laquelle Ra'an pourrait s'intéresser aux statues, puisque l'art ne l'amusait pas. Pendant qu'il réfléchissait à cela, Ra'an apparut silencieusement derrière lui, fixant Setsere effrayé avec ses yeux dorés. El-Khanox demande si, par hasard, ce sera à une affaire très importante pour laquelle il doit quitter l'atelier, de préférence pour une période prolongée. Et bien sûr, en même temps, il croise le regard de Cérès-Sian, plein d'incompréhension, qui ne comprend sincèrement pas ce que veut réellement le jeune archiduc. Ra'an décide alors de rappeler qui est le véritable propriétaire de cet atelier
et à qui appartient cette rue. Et comme argument décisif, il cite la possibilité de jeter Cérès dehors à tout moment au premier mot. Pendant ce temps, un nombre considérable de chevaliers de l'Empire Écar s'étaient rassemblés sur le terrain d'entraînement, attendant l'arrivée de l'archiduc. Toute la fleur de la chevalerie était rassemblée, de diverses familles nobles, titres honorifiques et niveaux de compétences, mais unis par la perplexité face à l'absence de commandant. De plus, Léo, arrivé sur la place d'armes et titulaire du titre de vice-capitaine parmi les chevaliers, ne trouve Canox nulle part dans les environs. Il rencontre Sœur Démon, qui marque l'arrivée des chevaliers, mais il répond également qu'il n'a pas vu l'archiduc. Léo continue de demander à chaque chevalier à proximité où se trouve le deuxième homme de l'État, mais ne trouve aucune réponse. Démon essaie de s'en sortir en disant que l'archiduc a une affaire urgente, mais le jeune Briche ne ressent pas la sincérité de ses propos. Personne ne savait que tout cela n'était qu'une raison pour retenir les chevaliers au même endroit, jusqu'à ce que Rahan el-Canox résolve toutes ses affaires, ce qui signifie qu'il pourrait devoir y rester jusqu'au soir. Et pendant que les chevaliers cherchaient quelque chose à faire sur la place d'armes, d'autres événements continuaient de se dérouler dans l'atelier. Rahan apporte lui-même du thé à Iselle, montrant un niveau de souci jusqu'alors inconnu envers une autre personne. Notre héroïne accepte calmement la boisson des mains de l'archiduc, le remerciant de tant de soins en l'absence de Cérès. Après tout, il y a quelques minutes, Cérès est sorti de la maison en courant comme échaudé, disant qu'il était pressé de s'occuper d'une affaire importante. Iselle est un peu inquiète que son professeur ait quitté son propre atelier si rapidement, mais Rahan rapporte qu'il ne s'agissait que de questions urgentes. Il se demande si la relation d'Iselle avec Setsera dépasse la barre d'une relation enseignant-élève. Ce à quoi Iselle répond que même s'ils communiquent bien, ce n'est pas du tout la même chose que Tsetsera et Rahan, car ils sont amis depuis 10 ans. À ce moment, l'idée se glisse dans la tête d'Iselle que pendant tout ce temps, elle n'a même pas reconnu le nom de la personne assise en face d'elle. Comme s'il devinait ses pensées, Rahan se présente par son propre nom, sans entrer dans les détails de son statut, ni même de son nom de famille. Une telle perspicacité surprend Iselle. Rarement un interlocuteur a compris aussi rapidement ce qui se passait dans son esprit. Elle l'admet timidement à voix haute, rougissant légèrement de la direction que prend leur conversation légèrement gênante. Dans une tentative de flirt, Rahan invite Iselle à lire dans ses pensées, mais se voit refuser, un refus plutôt net. Cependant, pour tout le bien qu'il lui a fait, notre héroïne aimerait rembourser intégralement Rahan. Et dans la tête du jeune archiduc, il y a déjà une idée de la façon dont une telle dame peut le récompenser pour ses services. Son offre confond Iselle, car personne ne lui a jamais proposé de lui montrer ses figurines auparavant. De plus, Rahané ajoute qu'il aime la sculpture de la jeune fille et qu'il aimerait voir plus d'œuvres de son art, ce qui continue d'ajouter à son embarras. Et la chose la plus importante qu'El-Canox demande à Iselle est de lui donner au moins une figurine, et il sera également heureux si elle la lui fabrique personnellement. Iselle est d'accord, mais demande d'abord ce que son interlocuteur aimerait voir dans cette figurine. À quoi il répond qu'il sera heureux de voir tout ce qui a été et sera réalisé par des mains aussi habiles que celles d'Iselle. En acceptant une commande aussi inhabituelle, notre héroïne semble enveloppée d'enthousiasme, mais continue de chercher du matériel et des outils. En revenant, elle apporte tout ce dont elle a besoin. Et le plus important est qu'elle remarque la table propre que Rahan a préparée spécialement pour son travail. Dès qu'elle commence à travailler, son regard observateur surprend le même bleu, qui conserve légèrement son contour après l'incident du marché. La prise de conscience que cette empreinte a été conservée sur Iselle met l'archiduc dans une grande tension, provoquée par un désir croissant de retrouver celui qui a laissé cette meurtrissure. Mais un seul appel d'Iselle suffit pour qu'El-Canox fasse à nouveau fondre son cœur et s'épanouisse avec le sourire. Son attention se tourne cependant vers le panier que notre héroïne a apporté avec elle, car il ne sait toujours rien de son contenu. Ce qui fait comprendre à Iselle que, emportée par la communication avec Rahan, elle a oublié pourquoi elle est même venue à l'atelier aujourd'hui. De sombres pensées l'enveloppent, alors qu'elle commence à penser que peu importe le nombre de sculptures qu'elle vend, cela ne suffira pas. Elle imagine qu'elle devra épouser l'homme qui lui a causé tant de souffrances, à elle et à sa famille,
pour ne pas plonger la famille dans la pauvreté. Tout cela n'est rien d'autre qu'une nouvelle crise de panique d'Isel, qui effraie sérieusement Rahan Elkanox, qui suppose à juste titre que quelque chose ne va pas chez la jeune fille. Il commence à l'aider à retrouver sa respiration afin qu'elle puisse reprendre ses esprits et commencer à contrôler sa conscience. Le soulagement commence à apparaître sur son visage à mesure que la jeune fille se calme progressivement et reprend vie. Isel remercie encore une fois son sauveur pour le soutien apporté, affirmant qu'elle est devenue beaucoup plus facile. Cependant, la nature du comportement de l'héroïne intéressait Rahan, car il y a quelques instants à peine, la jeune fille se recroquevillait littéralement d'horreur. Elle trébuche, essayant de trouver les mots justes pour expliquer la situation dans laquelle elle se trouve. Réan est choquée quand Isel lui dit qu'elle devra probablement se marier, ce qui est la raison de son problème. Si elle fait cela, alors elle devra venir à cet atelier et dire au professeur qu'elle ne pourra plus étudier. C'est pourquoi son âme est devenue lourde, poursuit-elle. À cause de tout cela, elle ne pourra pas réaliser de figurines pour Rahan aujourd'hui et demande pardon pour sa faiblesse. Tout ce qu'il entendait dépassait les limites de la patience de Rahan. Incapable de contenir ses émotions, il laisse une fissure dans l'épaisse table, la serrant avec sa main. « J'ai un peu mal calculé la force », note Elkanox, pensant qu'il va maintenant falloir réparer la table. Mais toutes ses pensées à ce sujet s'effacent lorsqu'il regarde Isel effrayée, qui est extrêmement inquiète de savoir si Rahan a été blessé. Elle lui prend la main pour lui faire un petit massage et étirer les muscles, et ainsi soulager la douleur. Cette fois, une vague d'embarras gênant enveloppe Rahan, tandis qu'Isel, lui pétrissant la main, dit qu'il aide souvent son frère aîné de cette façon. Remarquant son embarras, notre héroïne se ressaisit et s'excuse de lui avoir fait ressentir cela. Ce à quoi le jeune archiduc lui prit la main et dit qu'elle continuait à faire mal, et sanglota même un peu, recevant immédiatement l'ordre d'Isel d'enlever le gant. Selon la jeune fille, les muscles n'étaient pas suffisamment échauffés à cause du gant, et il faudrait répéter la séance. Ce que Rahan fait avec une joie bien dissimulée. Ainsi, ils se sont touchés pour la première fois. La demoiselle Isel Briche et l'archiduc Rahan Elkanox. Après un certain temps, Rahan décide de dire à la fille autre chose qu'elle devrait savoir. Il dit qu'il veut l'aider. Et si jamais elle a besoin de son aide, laissez-la la contacter à tout moment, sans faute. En réponse, Isel le remercie et ajoute qu'il l'a déjà suffisamment aidée, même malgré les problèmes dont elle a parlé aujourd'hui. Pendant tout le temps où Rahan et Isel communiquaient dans l'atelier, Cérès se tenait non loin de l'entrée et avait peur d'entrer, ne sachant pas ce que Canox pourrait faire. Mais sa réponse sort de l'atelier lui-même, ordonnant en même temps de son ton froid de s'occuper d'Isel. Notre héroïne est contente de l'arrivée de son professeur et lui demande comment s'est passée l'affaire urgente pour laquelle il les a quittés, ce à quoi Cérès hoche simplement la tête, craignant d'admettre qu'il ne faisait que se promener dans l'atelier. De plus, Isel, en tant qu'élève la plus assidue, dit à l'enseignant que la table s'est cassée parce qu'elle a été frappée avec la main, et suggère que le fait est qu'elle est déjà vieille. Cependant, à en juger par l'expression véritablement terrifiée du visage de Cérès, c'est le contraire qui est vrai. Moins d'1 an s'était écoulé depuis qu'il avait acheté la table, et pour son prix, c'était l'une des tables les plus durables, se souvient-il. Et un seul monstre, selon Cérès, peut briser une telle table à main nue. Et ce monstre se tient juste devant lui, à côté d'Isel. Essayant de passer à quelque chose de plus calme, Tserersian demande à la jeune fille quel était le but de sa visite aujourd'hui. À quoi il reçoit la réponse qu'Isel en parlera certainement une autre fois, mais pour l'instant, ils se disent d'au revoir. Au moment où ils sortent, une calèche dorée et ornée, digne des nobles et des aristocrates très riches, s'arrête devant eux. Réhan invite Isel à la reconduire chez elle, mais elle refuse, disant qu'elle ne peut pas se permettre un tel chariot et qu'il serait préférable qu'elle prenne un wagon postal plus simple. L'archiduc l'avait déjà prévu. Il paya donc le voyage à l'avance, et en plus, Cérès lui demanda d'accompagner la jeune fille à la maison. Comme Isel avait un air malsain aujourd'hui et une crise de panique spontanée, Rahan ne peut pas la laisser partir seule, ce dont il l'informe. Pendant le voyage, une certaine maladresse persiste, qu'Isel ressent particulièrement car c'est la première fois qu'elle monte en calèche avec un jeune homme qui ne lui est pas familier.
Mais cette gêne se dissipe lorsqu'Iselle regarde le visage de son compagnon de voyage et se rend compte qu'il se trompe, tout simplement. Elle décide de tourner son attention vers la route, car après le mariage, elle ne pourra plus voir la vie sociale de ses propres yeux, ni même se faire de nouveaux amis. La voiture s'arrête, puis Iselle souhaite continuer seule son voyage de retour. Elle était prête à rentrer chez elle, quand soudain Raon l'appelle par son nom, dans l'espoir de lui dire au revoir. Ce à quoi elle accepte, car peut-être qu'ils n'auront plus jamais l'occasion de se rencontrer. Bien sûr, le jeune archiduc l'a escortée chez elle inaperçue auprès d'Iselle, pour qu'elle n'ait pas d'ennui. Et en la voyant entrer dans le domaine, il se fait la promesse de la revoir. De retour chez elle, Iselle est déjà attendue et accueillie par la maisonnée, et les chevaliers sont déjà revenus de la réunion du matin. Une autre chose est qu'ils ont l'air extrêmement sales, avec d'étranges brins d'herbe et des éraflures. Alex, qui a rencontré la dame, a quitté l'entraînement spécifiquement pour remplacer Harris. Iselle, voyant l'état des chevaliers, demande si, au lieu de s'entraîner, il désherbait et arrachait l'herbe. Et c'est ce qui s'est passé. Car l'archiduc Canox lui-même a appelé les chevaliers le matin de leur jour de congé pour les forcer à arracher les mauvaises herbes sur le terrain d'entraînement. De plus, il ne s'est même pas présenté à la surveillance, laissant les chevaliers sous un soleil de plomb toute la journée, ce qui surprend Iselle. Harris remarque cette surprise et demande à Iselle pourquoi elle était si confuse par le fait que les chevaliers cherchaient Canox. Même Iselle a réussi à reconstituer l'ensemble du tableau, et il semble qu'elle commence à comprendre avec qui elle communiquait aujourd'hui. Son interlocuteur ressemblait à un chevalier, et il avait une épée, mais lui-même n'allait pas sur le terrain, et son nom était le même que celui de l'archiduc Canox. Pleasant où pourrait mener la conversation avec Harris. Iselle se dirige vers sa chambre, invoquant la fatigue accumulée pendant la journée. Dans sa tête, les pensées se tournent uniquement vers cette rencontre. Que Raon ait été poli parce qu'il devait l'être, ou parce qu'Iselle est une élève de son amie Cérès. Et puis vient le jour, ou plutôt le soir du banquet organisé par la famille impériale en l'honneur de la grande victoire de Ra'an el-Canox dans la guerre. Hormis plusieurs apparitions publiques de la encore toute petite Iselle, cette fois-ci est sa toute première, et elle est donc accompagnée des hommes de la maison de Briche, et en ce moment, il s'agit de son frère, Léo. Il remarque que la robe d'Iselle lui va parfaitement, ce à quoi elle répond que c'est la robe de leur mère, que la servante de Belle a confectionnée spécialement pour elle. Leur petite idylle est regardée avec intérêt par une fille élancée en robe noire, enveloppée de boucles de cheveux rouge feu. Elle voit cette fille à côté de Léo Briche pour la première fois. Les Brichy la remarquent au moment où elle s'approche, se présentant comme Rose, et demandent à leur présenter cette charmante nouvelle dame avec qui Léo est arrivé. Cependant, ce n'est pas l'insistance avec laquelle Rose les interroge à ce sujet, mais la silhouette derrière elle qui est la principale préoccupation du moment. Les Briches battent en retraite jusqu'à ce qu'Iselle ait une autre crise de panique, laissant Rose perplexe. Rose elle-même, bien sûr, a décidé que c'était ses actions trop persistantes qui les avaient poussées à battre en retraite. Elle se retrouva seule, légèrement sous le choc, réalisant qu'elle avait attaqué Léo et son compagnon. Alors, bien sûr, son entourage l'a pensé et a commencé à répandre les ragots le plus rapidement possible, ce qui n'est pas passé inaperçu. D'un seul coup d'œil, elle fit comprendre que ceux qui voulaient parler d'elle seraient vraiment désolés. Et les dames de la cour, connaissant le caractère de Rosa, se turent, ne voulant pas un pire sort pour elle-même. Bien sûr, il convient de noter que Rosa, sans aucun doute une fille belle et intelligente, s'intéressait davantage à Léo Briche, envers qui elle respirait de manière inégale depuis longtemps. Le vieux comte Briche est également présent au banquet, mais s'occupe de sa fille de loin, car la compagnie de son jeune frère lui suffit. Le comte comprend combien ce banquet est important pour Iselle, et combien il est important qu'elle s'y amuse avec tout son cœur, et pour cela, il vaudrait mieux qu'il se tienne à l'écart. Ce sont ces rares moments où Iselle n'est pas enfermée et peut être heureuse. Que souhaiter de plus, pensa le comte. C'est exactement ce qu'il voulait voir tout le temps que sa fille grandissait. Pendant ce temps, les invités environnants ont compris qui était cette nouvelle dame à côté de Léo Briche, et maintenant, intéressés par sa beauté,
Ils ont décidé de mieux la connaître. Mais tandis que Léo protège sa sœur de près, le comte protégera sa fille de loin, notamment contre les propositions visant à présenter Iselle au fils de divers nobles. Son charisme et une pincée d'irritation suffisent à faire que sa fille ne soit plus au centre des conversations pour le moment. Avec son expression faciale, comme celle d'un combattant prêt à se battre, il montre qu'il ne devrait pas lui poser de questions sur sa fille. Bien que cela puisse être soutenu par une personne qui a approché le comte et dont Brisham ne voulait pas ressentir la présence aujourd'hui, le duc de Lézion lui-même. Le comte se rendit compte qu'aujourd'hui, peut-être, Lézion passerait à l'offensive, voulant lui enlever sa fille. Il prit donc une position extrêmement prudente, pendant que d'autres interrogeaient Lézion sur la figurine qu'il avait achetée. Dans cette conversation, le duc annonce un dîner officiel à sa cour, où tous les invités admireront cette figurine. Et d'ailleurs, Lézion s'attend à y voir le comte Brisha lui-même, avec toute sa famille, ce qui rend cette dernière furieuse. Une éventuelle escarmouche est stoppée par le héros, qui informe toute la salle de l'arrivée du héros de l'occasion, le neveu de l'empereur et vainqueur de Terbe, l'archiduc Ra'an el-Kanox. Ce message met tout le monde en alerte, y compris les dames de la cour aux intérêts divers et les prédateurs sociaux intéressés par les jeunes et, comme nous le savons, les archiducs libres. Mais parmi toutes les personnes présentes, ce message excite le plus Iselbrich elle-même, car elle a enfin reçu, il y a quelques jours, la confirmation de sa théorie sur l'identité de son interlocuteur et compagnon. Une jeune brune déjà sérieuse aux yeux dorés, respirant la froideur et un léger mépris pour les personnes présentes, entre en uniforme de cérémonie. Il se rapproche de plus en plus d'Iselle alors qu'elle essaie de rassembler ses pensées pour saluer Rahan, avec qui elle a interagi comme un chevalier ordinaire il y a quelques jours. L'horreur l'envahit dès qu'elle réalise comment elle s'est comportée envers le deuxième personnage de l'État, lui proposant de partager l'argent pris à un ivrogne, lui faisant un massage des mains ou lui disant au revoir, cachant sa succession. Tout ce qui se passe autour de lui brise son schéma à propos de Rahan, car ce qu'elle a entendu sur lui, sur sa cruauté, son amour du meurtre et sa passion pour la guerre ne correspond pas à la façon dont elle le voyait elle-même. Pendant le temps qu'ils passèrent ensemble, elle ne voyait en lui qu'une politesse et une courtoisie sincères, une envie d'aider les étrangers, une gentillesse chaleureuse. Au moment de ces réflexions, le héros annonce l'arrivée d'un autre personnage important, sans qui tout ce banquet n'aurait pas eu lieu, l'empereur lui-même. Terben di Ikar, sage aux cheveux gris, à peine perceptible sous ses cheveux dorés, entre dans la salle silencieuse, car son arrivée, ainsi que celle de son neveu une minute plus tôt, ont attiré toute l'attention. Kanox, saluant son oncle selon toutes les règles de l'étiquette, ainsi que tout le monde, remarque que l'empereur est arrivé en compagnie du comte Brich, qui a réussi à s'éloigner brièvement immédiatement après l'arrivée de Rahan dans la salle. Le moment est venu de profiter pleinement du banquet, où l'orchestre royal donne le ton de fête à tout le palais avec sa musique, se déversant dans toutes les salles et couloirs. Dans la danse tourbillonnent des couples multicolores, à la fois éphémères, se tenant la main pour une danse, et permanents, qui ont trouvé de l'intérêt pour toute la soirée à venir, et peut-être pas seulement pour une soirée. Le couple de danseurs d'Iselle, pour le moment, et probablement pour toute la soirée, sera l'excellent danseur Léo Brich, qui divertira sa petite sœur du mieux qu'il pourra. Cependant, le plan change, puisque Léo est convoqué par l'empereur lui-même pour une conversation importante, et maintenant, Iselle devra être confiée à la garde de quelqu'un, ce qui n'est pas si facile à faire avec la méfiance envers les autres. Ce n'est certainement pas un faux, comprend le jeune Brich, car le message est transmis par le chevalier Béris, qui est personnellement subordonné à l'empereur et à personne d'autre. Ce qui signifie qu'il doit d'une manière ou d'une autre protéger sa sœur. Et il trouve un candidat approprié, qui est Béris lui-même, à qui Léo peut confier sa sœur ainsi que lui-même, en demandant seulement à Béris de ne pas quitter Iselle d'un seul pas et de ne laisser personne d'autre que son père s'approcher d'elle. Se tournant vers sa sœur, il dit qu'il ne partira que quelques minutes sur ordre de l'empereur, qu'il ne peut refuser, et demande de l'attendre. Il la prévient également de se méfier des diverses dames bruyantes qui pourraient gâcher sa soirée. Et il lui demande surtout d'éviter Rose. Ce dernier amuse particulièrement Iselle, car contrairement à son frère,
En tant que fille, elle a compris quelle était la situation avec Rose, car Léo est désespéré et lent d'esprit en amour, et construit un raisonnement incorrect, c'est pourquoi il est en inimitié avec Rose. À cette époque, les hommes, remarquant le départ de Léo, montrèrent enfin les crocs, car désormais, la fille avec laquelle il était arrivé se retrouvait sans sa surprotection, qui, comme un bouclier, la protégeait des escrocs et des coureurs de jupons. Le sire Berris restant, aussi courageux soit-il, n'est qu'un homme inconnu, disent-elles, qui ne comprend pas tous les aspects de la protection de cette jeune femme. Ce qui serait plus utile que jamais, car les coureurs de jupons du parquet, avides de belles jeunes filles, se sont déjà précipités vers elle. Une telle vague d'attention désoriente Iselle, car elle n'en a jamais reçu une quantité aussi incroyable auparavant, tandis que Béris, qui ne s'attendait pas à une telle pression, demande à ces messieurs de s'abstenir de faire des propositions. Avant d'atteindre Iselle, les fils et neveux de diverses familles nobles commencent à la diviser entre eux, décidant et se disputant lequel d'entre eux est déjà fiancé et qui a été le premier à décider de lui parler, ce qui effraie encore plus la jeune héroïne. Mais prenant toutes ses forces dans son poing, Iselle décide de sauver la situation et demande à Béris de l'emmener dans un endroit où elle pourrait se reposer seule, car elle n'est pas habituée à être dans des endroits aussi bruyants et bondés qu'un banquet. Invoquant un mal de tête, Iselle demande pardon aux hommes qui s'intéressent à elle et quitte la salle principale en compagnie de Béris, non moins joyeuse d'une telle fin de la situation. Le chevalier conduit la jeune fille à la terrasse, où, à son avis, personne ne viendra déranger Iselle pendant qu'elle reprendra ses esprits et attendra son frère après une audience avec l'empereur, et Béris lui-même attendra dans la pièce voisine et garde sa paix. Restée seule, Iselle expire enfin lourdement, car le pire est déjà passé. Il ne lui reste plus qu'à rassembler sa famille et rentrer chez elle. Mais pour l'instant, elle restera ici, dans une relative sécurité des messieurs et des commérages. Elle s'approche de la balustrade de la terrasse, profitant de l'air frais et agréable, du silence de la nuit et du magnifique ciel étoilé couvrant la capitale endormie de l'Empire. Toute cette splendeur de la nuit dure pour Iselle aussi longtemps qu'elle entend son nom, de ses lèvres qu'elle ne voudrait jamais voir de sa vie, d'une personne qu'elle évite de toutes ses forces depuis 8 ans. En se retournant, elle le voit, César Lésion, le salaud qui a empoisonné la vie de sa famille et traumatisé Iselle elle-même, s'approchant d'elle de plus en plus dangereusement. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps, constate le roux César, avec une étincelle de folie évidente dans les yeux, et lui demande comment elle va depuis leur dernière rencontre. Il voit à quel point la jeune fille avait peur de lui et continue d'insister, comme s'il essayait de briser son esprit déjà sans défense avec son attaque. Iselle est en panique. Elle n'a pas ressenti ce sentiment avec autant de force depuis très longtemps, car son cauchemar se tient juste devant elle, souriant et s'approchant, comme une hyène s'approchant d'un bébé lapin. Notre héroïne semble figée dans la glace. Elle ne peut rien dire, ni bouger, tandis que Lésion est déjà à un demi-pas d'elle et lui rappelle comment il passait du temps avec elle il y a 8 ans. En l'attrapant par les épaules pour qu'elle ne puisse pas se libérer, il promet à Iselle que cette fois, il sait qu'ils seront liés par le destin et qu'il va sceller ce lien. 2 tentatives de résistance et vaines. César l'a déjà attrapé et est sur le point de forcer un baiser. Peu importe à quel point Iselle veut résister. Mais son nom est ensuite répété par une autre voix. César est furieux. Il se tourne vers la porte pour s'occuper de celui qui a osé perturber ses plans pour Iselle, sans s'attendre à ce qu'il verra au final.